Merci à nos fidèles téléspectateurs, merci à tout le monde, vous qui nous suivez. Nous sommes en direct de Tosungana Télévision. Toutes nos excuses parce que nous commençons cette émission avec un grand retard dû à certains aléas. Nous demandons les excuses. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont à Goma, à Ituri, pourquoi pas aussi à Bunagana. Nous sommes des cœurs avec vous et nous vous signalons que nous sommes en direct. Et là, tout le monde attend l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui a pris longtemps pour s'exécuter. Et là, tout le peuple congolais attend ce bureau parce que sans ce bureau, le manœuvre ne cesse parce que certaines personnes m'ont même écrit en me disant que non, le bureau définitif aujourd'hui est pris en otage par quelques membres de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée est majoritaire au niveau du Parlement, mais nous attendons tant que le bureau définitif n'existe pas. La sortie du gouvernement posera aussi problème parce que ce même gouvernement aura besoin d'installation de ce bureau définitif. Et aujourd'hui, là, nous attendons les résultats. Peut-être ces après-midi, l'Assemblée nationale pourra déjà nous donner les nécessaires. Merci beaucoup. Nous parlons de la modification de la Constitution aujourd'hui, qui ne cesse de faire parler, surtout que au niveau des politiciens, les politiques qui pensent que non, cette constitution ne nous appartient pas parce que le peuple congolais plutôt ne se retrouve pas dans cette constitution, d'où il y a nécessité de la modifier. Est-ce du camp de l'opposition, ils sont d'accord que cette constitution soit modifiée? Vous avez vu les affiches et les différentes photos qui circulent sur les réseaux sociaux des grands leaders de l'opposition, Martin Fayoulou qui dit « Ne touchez pas à ma constitution ». Est-ce la démocratie dans ces pays trouvera jour? Parce que là, ça commence à barder de part et d'autre. C'est la première thématique quand on va développer avec l'invité qui est sur place sur la modification de la constitution. Deuxième grande thématique sur ce plateau, c'est l'impunité. Alors là, vous avez tous entendu les procureurs près de la Cour de cassation aujourd'hui qui veut déjà livrer le ministre en place en fonction, Nicolas Kazadi, sur dossier des lampadaires. On attendait que le ministre soit entendu devant tous les élus. Mais là aussi, du fait que le bureau pose problème, nous ne savons pas comment est-ce que la situation va avancer. Pour en parler et en discuter, nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Jean-Félix Senga, qui est au cadre de la MOCA. Avec lui, nous allons parler, discuter et décrypter l'essentiel de cette belle émission. Alors, Monsieur Jean-Félix, merci d'avoir répondu présent à cette émission. Au-delà de tout, vous vous êtes quand même débattu. Vous n'avez même pas tenu compte de la pluie, mais quand même vous avez répondu présent alors que c'était prévu que ce soit un débat contradictoire, mais faute de certains aléas, vous vous retrouvez seul sur ce plateau. Nous vous avons reçu avec beaucoup d'honneur. C'est moi qui aurais voulu vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. Je pensais effectivement que monsieur Norbert Yamba serait là pour que nous fassions réellement un débat citoyen. C'est bien dommage qu'il soit, je ne sais, retenu par l'une ou l'autre raison. Bon, sinon, comme j'étais déjà là, on va échanger. Très bien, merci beaucoup. Nous entamons la première grande thématique qui est la modification de la Constitution. Je l'ai même annoncé à l'introduction ici. Nous avons vu les photos circuler sur les réseaux sociaux où le président de la MOCA, de l'ECD plutôt, Martin Fayoulou, qui s'indigne en publiant de différentes photos, ne touchez pas à ma Constitution. En quoi vous pensez que la Constitution est intouchable? D'abord, il va falloir que nous restituions les choses. Ce n'était pas de l'initiative de Martin Fayoulou de monter au créneau pour dire « ne touchez pas à ma constitution ». Par contre, c'est la société civile qui a dû inviter M. Fayoulou afin qu'il vienne, avec son aura, honorer les assises qu'ils ont dû tenir en préparation de la lutte qui sera amorcée contre quiconque voudra porter la main sur la Constitution. Eh bien,
il faut le dire, ce pouvoir en place, c'est un pouvoir au fait qui est en train d'évoluer par essai-erreur, qui est en train d'évoluer à tâtons. C'est un pouvoir qui au fait n'avait rien prévu, rien conçu, rien programmé pour le Congolais, aucun projet. Peut-être plusieurs déclarations, plusieurs, je ne dirais pas, je préfère dire déclarations que promesses. Parce que promesses, il fallait qu'ils s'asseyent, qu'ils réfléchissent, qu'ils programment des choses, qu'ils fassent des projections. Malheureusement, ici, il n'a été question de faire des déclarations d'intention, un chapelet d'intention qui, au fur et à mesure on le fait, au fur et à mesure on oublie ce que l'on a dit avant. Et c'est ça la situation que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il fallait d'entrée de jeu, après le deal avec M. Kabila, quand ils arrachaient le pouvoir en 2019, il fallait venir ouvertement, clairement dire voilà nos intentions, voilà ce que nous comptons faire pour la République. Voilà ce que nous pensons. Il n'a pas été question. Par contre, il a été question, si l'on peut résumer toutes les promesses faites, il a été question de dire nous allons faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Eh bien, tout Congolais attendait que l'on lance véritablement le travaux qui devaient être des fondements pour la construction de l'Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire, je ne dis pas que en 5 ans, même en 10 ans, vu les niveaux où se trouve le Congo, on pouvait directement venir bâtir, construire l'Allemagne d'Afrique. Non. Mais néanmoins, l'on devrait voir par des réformes sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan financier, on devait apporter des réformes qui devaient être des piliers d'un développement qui devait être amorcé. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, aucune réforme, rien n'a été fait. Nous commençons le deuxième mandat qu'ils se sont octroyés parce que vous êtes sans ignorer qu'en son temps, Monsieur Antoine Félix, qui a été voté Tshilombo, massivement par la population. Je disais, Monsieur Félix Antoine Tshilombo avait embauché un missionnaire au nom de Monsieur Kadima. Kadima est venu faire sa mission. Il a fait sa mission avec brio, cette mission qui consistait à organiser une tricherie, une fraude. Kadima a organisé la fraude au cours de laquelle M. Tshilombo a été proclamé avec plus de 73%. À peine qu'il avait 73%, qui lui avait été octroyé par son missionnaire Kadima, qui ne pouvait du reste faire autrement, il a eu plus de 94% des députés de l'Assemblée nationale. Ces entrefaits-là, avec plus de 94% des députés de l'Assemblée nationale, que l'on tergiverse, que l'on ne soit pas à même d'organiser les choses de sorte que l'on gagne du temps, parce que non seulement le temps presse, mais la misère, la souffrance, la dégradation de la situation socio-politico-économico-sécuritaire du pays pèse tellement que tout le monde serait pressé, qu'on se hâterait à trouver des solutions aux problèmes qui se posent réellement au pays. Mais dommage. Monsieur Jean-Félix, vous allez continuer. C'est parce que nous parlons de la modification de la Constitution et je vous ai posé la question de savoir en quoi ça dérange. Est-ce qu'il y a une nécessité qu'on puisse modifier la Constitution? Si les gens du pouvoir, après réflexion, ils ont vu que le président de la République n'a pas ses pleins pouvoirs d'agir, parce que vous l'avez dit, ils ont aujourd'hui 94% de la majorité au niveau du Parlement, et là, il n'a pas ses pleins pouvoirs d'agir. Pourquoi? Parce que nous avons un système où le président de la République dépend aussi, d'une manière ou d'une autre, de ces deux chambres du Parlement et de son gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment donné, au-delà de tout, même si on ne changeait pas toute la Constitution, il y a quand même quelques blocages? Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que
Apparemment, les Congolais ont une courte mémoire. Nous venions d'une atroce dictature. La dictature de M. Mobutu qui a duré 32 ans. C'est de là que naît l'UDPS, toute la philosophie, la doctrine politique, la démarche de vouloir faire en sorte que nous démocratisions ce pays. Non seulement nous le démocratisions, nous puissions en faire un état de droit. C'est ce qui a été le combat de plus, entre guillemets, de 37 ans de lutte de l'UDPS. À moins que je me trompe. Eh bien, de cette lutte-là, on a dû pallier à la dictature de M. Mobutu en se disant remettre tout le pouvoir entre les mains d'un individu est un risque. Remettre tout le pouvoir entre les mains d'un individu sans garde-fou, eh bien, nous risquerons de retomber dans ce contre quoi nous nous sommes battus, c'est-à-dire la dictature. Eh bien, l'UDPS arrive au pouvoir. La chose, 6 ans après, qu'il voudrait faire, de dire non, nous voulons retourner à la dictature. Nous voulons que tout le pouvoir soit concentré entre les mains d'un individu qu'on appellerait président, soit-il. Moi, je trouve que c'est anormal, c'est impensable. L'UDPS devrait d'abord démontrer, s'il en était possible, comment ils ont été chantres de la démocratisation de ce pays, comment ils ont été chantres de faire de ce pays un état de droit. Ils n'ont pas été à mesure, ils n'ont rien commencé d'ailleurs, rien commencé, mais seulement venir trouver un bouc émissaire que pour que les choses se passent pour le mieux, il faut que l'on modifie la Constitution. Je trouve que c'est un faux fuyant. Si c'est un faux fuyant, toujours dans les camps de l'opposition, il y a l'un de vous, Adolphe Muzito, qui a même pensé que nécessairement, il faut ipso facto changer, modifier la Constitution, parce qu'il a cité la loi Bakajika. Nous n'avons pas les pouvoirs sur le sol, non. L'État n'a pas les pouvoirs sur le sol et les sous-sols, d'où il faut revenir à la loi Bakajika, qui n'est pas mise en exécution. Est-ce, vous pensez que, au-delà d'être politique, au-delà de vos camps politiques, nécessairement, quand la conscience vous interpelle, cette Constitution n'a pas été conçue, s'il faut le dire, pour l'intérêt du peuple? La Constitution que nous avons n'a pas été conçue pour l'intérêt du peuple dans la mesure où cette Constitution tient à garantir l'harmonie dans le fonctionnement des institutions. Vous vous rappellerez, si, je ne sais pas si vous avez été beaucoup plus jeune en 1992. Bon, l'histoire peut nous rappeler encore. Pendant la conférence nationale. Et je me rappelle ce jour-là, c'est le président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire qui prend la parole quand il était candidat à la primature. Et il dira, quand on lui donnera lui la parole pour défendre ce pourquoi il se présentait à la primature de ce pays. Tshisekedi dira entre autres que lui, ce qu'il demanderait, ce qu'il proposerait, c'est qu'il y ait un bon fonctionnement des organes, un bon fonctionnement des institutions, de sorte qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. C'est dans cet entendement-là, c'est dans cette vision-là que l'on a construit la Constitution que nous avons aujourd'hui, afin de pallier à cela et entre autres empêcher que le pouvoir soit concentré entre les mains d'un homme président de la République, serait-il. C'est dans ce sens-là. C'est pourquoi moi je dis, ce serait aux antipodes aujourd'hui, que ce soit l'UDPS qui est aux affaires, qui n'arrive pas à amorcer une véritable démocratisation, donc loin même de penser à un état de droit, mais qui directement voudrait sauter sur un cas, dire il nous faut modifier la Constitution parce qu'entre guillemets... Il n'y a pas que l'UDPS qui monte au créneau, il y a les différents... J'en parle, j'en viens. Bon, ok, si vous voulez, je ne parlerai même pas de l'UDPS, je parlerai par contre de l'Union sacrée. Parce que quand on parle d'Union sacrée, vous voyez toute une flopée de partis politiques membres de cette organisation qui voudraient
l'on s'arrête une fois. Vous m'avez parlé d'Adolphe Muzito. Beaucoup de respect pour lui. Nous avons évolué ensemble. C'est un ancien Premier ministre. Parmi les meilleurs cités même dans ce pays. Un ancien Premier ministre. Donc, quelqu'un qui a été aux affaires, qui doit avoir une certaine expertise. Mais dommage, ma crainte aujourd'hui, c'est que l'on a tendance, à moins que l'on fasse semblant, à moins que l'on se voile les yeux, aujourd'hui, l'homme politique congolais, le théâtre que l'on nous offre ici est vraiment déplaisant. L'homme politique congolais, quand il tient à accéder à un poste, quand il tient à accéder, comme on le dit, au mangeoire, quand il tient à avoir sa part du gâteau aux affaires, eh bien, généralement, l'homme politique rampe, oublie ce qu'il est, oublie ce qu'il a été, oublie ses capacités, lesquelles capacités pourront contribuer à booster ce pays, à placer ce pays dans l'orbite du développement, mais comme il recherche plus le poste, l'on commence à flatter, l'on commence à soutenir même des idées qui ne tiennent pas. C'est bien dommage aujourd'hui, à ce deuxième mandat, que l'on parle moins que le problème qui se pose. Aujourd'hui, si l'Union sacrée est incapable de faire face à la guerre à l'est du Congo, c'est parce que la constitution est mauvaise. Aujourd'hui, si il y a une impunité qu'on ne sait pas décrire, il y a la corruption, il y a les détournements des deniers publics et que l'Union sacrée ne sait pas sévir, c'est à cause de l'union de la constitution qui n'est pas adaptée, qui ne permet pas que l'on sévisse. Aujourd'hui, si il y a l'insécurité généralisée à Kinshasa, donc à l'ouest du pays de manière générale, parce que vous avez les Mobondo, vous avez les Kuluna à Kinshasa. Si on n'arrive pas à maîtriser tout ça, c'est parce que la Constitution ne permet pas à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de résoudre le problème. Aujourd'hui, si on ne sait pas donner au peuple congolais un bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est à cause de la mauvaise constitution. Très bien. Loin de là. Loin de là. Donc, il ne faut pas trouver de subterfuge pour se dérober du devoir qui est le leur, celui de conduire le pays dans le sens où l'on pourra résoudre le problème socio-politico-économique et sécuritaire congolais. Vous allez continuer. Adolphe Muzito, c'est un scientifique pour ces pays, un grand homme, vous l'avez cité, en les détaillant, vous l'avez dit. Je ne pense pas qu'Adolphe Muzito peut se réveiller un certain matin comme ça, et puis il tient des propos contre la Constitution, et vous dites que, bon, je ne sais pas, vous sentez Adolphe Muzito proche du pouvoir, ou bien il y a un système de rétropédalage? À moins que vous soyez le seul qui n'ait pas encore observé cela, à moins que vous soyez le seul. Non, mais il est de l'opposition. À moins que vous soyez à moins que vous bon, au fait, quand on parle de l'opposition au Congo, il y a à boire et à manger. J'ai aimé la réflexion de Jean-Claude Katende, non pas de Jean-Claude Katende, par contre de Claudel Lubaya, qui dit: nous sommes dans un pays où la majorité s'oppose à la majorité, et la majorité s'oppose à l'opposition, l'opposition s'oppose à l'opposition, donc tout le monde s'oppose à tout le monde. Et c'est ce type de classe politique que nous avons, malheureusement, qui fait que les choses ne marchent pas. Ce n'est pas parce que vous parlez d'Adolphe Muzito, directement vous sautez, vous me dites c'est un grand scientifique. Ça, non, je n'ai pas dit, je n'ai pas ajouté un superlatif. Un grand scientifique. Par rapport à son parcours, je ne pense pas qu'il prenne les écrits comme ça, d'une manière aléatoire. Il a quand même réfléchi sur la Constitution. Si, est-ce qu'il est le seul à avoir réfléchi? Est-ce que ceux qui réfléchissent dans le sens contraire d'Adolphe Muzito sont moins scientifiques parce que lui a réfléchi dans le sens de soutenir l'idée de l'Union sacrée de modifier la Constitution pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais? Non. Non. Je suis désolé d'affirmer haut et fort que nous avons malheureusement une classe politique très médiocre. Une classe politique de manière générale, c'est-à-dire de la majorité à l'opposition, nous avons une classe politique très médiocre qui est plus
animés par les intérêts personnels, des intérêts des individus, que l'intérêt supérieur. Au moment où nous sommes à la croisée des chemins, avec le problème que nous connaissons actuellement au pays, nos frères de l'Est ne savent pas vivre, ne savent pas aller au champ, n'ont pas la paix, n'ont pas la quiétude. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la quiétude pour travailler, vaquer librement à leurs occupations qui sont lesquelles, seuls d'aller au champ, nous produire des pommes de terre, des haricots et consorts pour nous servir. Et nous, le Congolais, ce qu'on trouve à faire, au lieu de se hâter à trouver la solution au problème de l'Est, par contre, nous voulons berner tout un peuple, distraire tout un peuple, détourner l'attention de tout un peuple pour les désorienter en disant, voilà, le problème qu'il nous faut prendre à bras le corps, c'est celui de changer la Constitution. C'est irresponsable. Vous allez continuer, M. Jean-Félix. Je signale à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous sommes en direct. Il y a les 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de nous écrire ou intervenir, vous pouvez les faire, sauf rester dans les contextes. Vous avez soulevé un point ici très capital en disant que nous avons une classe politique médiocre. Alors que dans cette classe politique, on retrouve Martin Fayulu, qui est un grand leader de l'opposition, qui est un grand leader de l'opinion. Si nous avons une classe politique médiocre, pourquoi vous soutenez Martin Fayulu? Quelles sont les idées convaincantes qui vous poussent à rester aux côtés de Martin Fayulu? D'abord, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il y a une classe politique médiocre que vous allez caricaturer, vous allez soulever seulement le cas. Non, mais on voit sa grandeur au sein de l'opposition. Ça ne me changerait pas de point de vue dans ma prise de position, dans ma déclaration. J'insiste, nous avons une classe politique très médiocre. C'est à cause de la médiocrité de notre classe politique que le Congo n'arrive pas à décoller. C'est à cause de la médiocrité, parce que je parle de la classe politique. Sinon, je me tendrai. C'est à cause de la médiocrité de notre classe politique que 64 ans d'indépendance après, nous ne sommes nulle part. Nous ne sommes nulle part. Donc, il était temps que les gens se remettent en cause, que les gens se disent, est-ce que le problème qui se pose à nous, c'est nécessairement que le problème de loi? Ce n'est pas nécessairement le problème de loi, c'est le problème d'homme. C'est le problème d'homme. Parce que nous avons des hommes qui sont tellement médiocres qui ne font pas ce que l'on attend d'eux. Très bien. C'est ça, cela le problème. C'est le problème d'hommes qui font que ceux qui sont censés faire en sorte que les choses avancent, les choses changent, eux, ils n'observent, ils ne se rendent même pas compte que ceux qui sont censés faire changer les choses ne les font pas changer. Merci beaucoup. On ne se rend pas compte. C'est ce type d'homme congolais-là qui pose problème. C'est celui-là qu'il faut diagnostiquer. C'est celui-là à qui il faut apporter une thérapie de choc. Ce ne sont pas les textes du Congo qui posent problème jusqu'à preuve du contraire. Quand bien même vous me citiez, quand bien même vous me citerez Muzito qui vient en appui pour le changement de la Constitution. Il a été applaudi parce que la loi Bakaji Kamenere. Non, il a été applaudi par le fanatique de l'Union sacrée. Quand on est fanatique, on est aveugle. Quand on est aveugle, on ne sait pas faire de bonnes analyses. Quand on ne sait pas faire de bonnes analyses, on est en train de travailler contre soi-même. Ce sont ceux-là, les gens aveuglés qui sont dans le flou artistique, qui ont appuyé M. Muzito. Par contre, M. Martin Fayulu, que vous avez cité, eh bien, Martin Fayulu a été invité par la société civile, qui a bien vu les choses, qui a vu venir le pouvoir. Ce pouvoir a toujours coutume de trouver que la faute c'est l'autre, l'enfer c'est l'autre. Ce pouvoir n'a jamais commis de faute. Ce pouvoir fait un travail de qualité. C'est ce travail-là qui a fait que le Congo aujourd'hui a encore plongé vers le bas. Il est tiré vers le bas par ce pouvoir qui ne fait rien de mal. Et l'homme de la solution, c'est Martin Fayulu. Voilà, l'homme de la solution. Voilà, la société civile a bien vu les choses. La société civile a compris que l'homme capable de nous aider dans cette lutte
où il faut arrêter ces amis de l'Union sacrée à prendre la Constitution pour un bouc émissaire. On les invite par contre à faire le travail que l'on attend d'eux, au lieu de chercher à distraire le peuple. Eh bien, la société civile a vu que c'est Martin Fayoulou, c'est pourquoi elle a fait appel à Martin Fayoulou qui leur vienne en appui. C'est ainsi que Martin Fayoulou est venu en appui à la société civile pour défendre la Constitution, pour dire le problème ce n'est pas la Constitution. Quand en 2018, nous allons aux élections, au moment de publier les résultats, on fabrique les résultats. C'est la Constitution qui a demandé aux acteurs politiques, qui a demandé à Nanga et Kabila de fabriquer les résultats. Non. Quand en 2023, nous devons aller aux élections, nous, de la Mouka, nous avons fait des propositions concrètes sur la loi électorale. Aujourd'hui, tout le monde se pose des questions, tout le monde se demande, mais comment une personne peut être élue gouverneur, sénateur, député national, député provincial et que sais-je encore. Comment est-ce normal? Ils n'ont fait que respecter. Voilà pourquoi il faut toucher à la Constitution. Ils ont respecté. Ça n'a rien à voir avec. Qui a violé les textes? Ça n'a rien, monsieur le journaliste, à moins que ce soit une ignorance des journalistes. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Par contre, ça a à voir avec la loi électorale. Si vous me dites, cette fois-ci, il faut améliorer la loi électorale, je serai d'avis avec vous. Ce n'est pas un problème lié à la Constitution, c'est un problème lié à la loi électorale. Et d'ailleurs, ce n'est pas à la majorité de venir se plaindre. Parce que quand nous avons en son temps apporté des propositions concrètes du genre, dorénavant, nous ne voulons plus la proportionnelle parce que ça favorise ceci ou cela. Nous voulons que les grands ensembles émergent. L'on n'a pas voulu. Quand on a dit dorénavant, quelqu'un ne peut être candidat, ne peut concourir qu'aux élections à un seul rechercher un mandat, les gens de l'Union sacrée n'ont pas voulu. Quand on a dit désormais l'on ne peut pas avoir comme ceux qui se substituent au candidat, ses enfants, sa femme, les membres de sa famille, l'Union sacrée a dit non. En son temps, il avait même prétendu que non, c'est pour empêcher que les empoisonnements se fassent. Ils ont cherché des arguments de bas étage pour maintenir ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont allés tout droit vers le mur au lieu d'être courageux, honnête, de dire à notre peuple que nous avions commis l'erreur en son temps. Nous avions fabriqué, tissé une loi électorale unique, une loi électorale sur mesure pour nous donner des avantages. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec toute cette flopée des partis politiques membres de l'Union sacrée. Merci, à qui on a donné à chacun quelques députés. Senga. Le problème, c'est là-bas qu'il faut le situer. Merci. Il y a trop de questions à poser là-dessus parce que quand vous parlez de Martin Fayoulou, nous l'avons vu récemment en train de balayer les avenues en invitant le peuple les Quinois contre l'insalubrité. Bon, nous voulons un peu savoir ce qu'ils disent de Martin Fayoulou, qu'il est en perte de vitesse. Il cherche par où il peut s'accrocher pour faire monter encore son image parce qu'il a perdu la confiance du peuple congolais qui avait confiance en lui. Martin Fayoulou a accepté d'aller aux élections sans qu'il y ait une ceinture avec des candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Il est allé seul, vu qu'il a échoué lamentablement, et là, il cherche à se rattraper. Si aujourd'hui, à son temps, on disait de Martin Fayoulou qu'il avait un combat, c'était la vérité des urnes. Au deuxième mandat, s'il faut décrire Martin Fayoulou, comment est-ce qu'on peut nommer les combats de Martin Fayoulou aujourd'hui? C'est simple. C'est comme si quelqu'un me demandait, après dimanche, qu'est-ce qui vient? J'ai dit facilement, c'est lundi. Martin Fayoulou, ni de près ni de loin, n'est pas en perte de vitesse. Par contre, Martin Fayoulou donne à la classe politique la leçon de stratégie politique. Ça, retenez-les et rependez cette idée. La leçon pouvait commencer à Lubumbashi. Lubumbashi est aussi sale. Pourquoi pas seulement à Kinshasa? Mais lui ne vit pas à Lubumbashi, il vit à Kinshasa. Tu aurais voulu qu'il commence à Lubumbashi, lui qui vit à Kinshasa. On attend de Martin Fayoulou des projets nationaux. D'abord, ce serait une erreur de concevoir ainsi. Vous attendez le projet de Martin Fayoulou qui n'est pas aux affaires. C'est quoi ça comme histoire? Ah, mais comment? Donc vous n'attendez rien
de ceux qui sont aux affaires, qui ne font rien, mais vous attendez de celui qui n'est pas aux affaires. Tel qu'il a fait au niveau provincial, ça montre, ça montre que aujourd'hui, les journalistes ne sont plus le quatrième pouvoir. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas c'est à quoi ils sont appelés. Parce qu'on dit, parce qu'on parle la vérité de Martin Fayulu. Vous ne parlez d'aucune vérité. Vous fouillez les débats. Parce que vous ne m'avez pas appelé ici pour parler de Martin Fayulu. Vous m'avez appelé pour parler de la modification de la Constitution et de l'impunité. Mais vous-même, vous changez les sujets au cours du débat parce que vous cherchez les sensationnels qui ne peuvent venir que de la personne de Martin Fayulu. Et moi, je n'évite pas, je vous dis, j'y vais. Je commence. Martin Fayulu vous donne une leçon. Martin Fayulu n'a rien perdu parce que en 2019, il a chanté à qui voulait l'entendre qu'il était président élu parce que c'est lui qui avait été réellement élu et que M. Tshilombo avait été nommé par Kabila en complicité des Nanga qui se fait rebelle aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne comprenons pas l'attitude des Nanga. Il est responsable de ce qui arrive au pays aujourd'hui et il fait une fuite en avant pour aller se faire rebelle. Ça, c'est la première des choses. 2. En 2023, j'ai bien dit ici, M. Kadima a été embauché avec une mission précise, celle d'organiser une fraude. Et une fraude a été organisée à moins que vous soyez le seul à n'avoir pas constaté qu'il s'agit d'un braquage électoral, d'une catastrophe électorale, comme d'aucuns ne cessent de le dire. Eh bien, comme il n'y a pas eu élection, à votre avis, vous aurez voulu que Martin Fayulu perde quoi au profit de qui? Parce qu'il n'y a pas eu élection. De 2018 à 2023, il n'y a pas eu élection, il y a eu braquage électoral. Et il a accepté de participer à quelque chose qui n'a pas de consistance. Il faut aller comme cela. J'y vais. Vous savez, parfois quand vous posez des questions, vous oubliez ce sur quoi vous vous appuyez. Parce que vous êtes des journalistes qui soutiennent qu'il y a eu élection. Et comment vous posez des questions du genre, il accepte d'aller aux élections sans... Non, mais je les tire de vos propos. Non, parce qu'il n'y a pas d'élection, il y a eu braquage. Vous n'avez rien tiré de mes propos. Par contre, moi je vous dis, effectivement, il n'y a pas eu élection, il y a eu catastrophe électorale. Donc de ce point de vue-là, Martin Fayulu n'a rien perdu. Il a gardé sa virginité. Il a gardé l'aura qu'il avait parce que celui, jusqu'à preuve du contraire, le véritable élu. Par contre, M. Tshilombo, aujourd'hui, il est là avec une légitimité fabriquée par M. Kadima. Donc vous comprenez qu'il n'a rien perdu. 3. Vous dites, pour l'avoir vu balayer, vous constatez qu'il cherche une petite porte par laquelle il voudrait rentrer dans l'arène. Par contre, il est dans l'arène, mais seulement monsieur Martin Fayulu a voulu plus garder silence, donner l'occasion au peuple, à la population, de se rendre compte de ce qui se fait sur le terrain. Et le peuple aujourd'hui, sa misère est tellement éloquente, sa misère, si le peuple avait été distrait pour l'une ou l'autre raison, aujourd'hui sa misère parle tellement fort au point qu'elle a compris. C'est pourquoi toutes les langues aujourd'hui recherchent Martin Fayulu. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne dit mais rien? Les gens disent Or, son silence... Il n'est plus capable de réunir même 20 personnes ou 20, 25 à 50, 100. Admettons que cela On doit avoir une foule derrière Martin Fayulu. Admettons que cela soit vrai, comme vous voudriez les caricaturer. Nous avons vu le Maman de l'Essidé marcher. Vous vous dites qu'il est incapable de réunir 20. Maintenant, nous, quand on a vu là, ce n'était pas moins de 5000. À Tchangou ou bien... Donc, ce que vous avancez là est faux. Très bien. Merci, vous êtes libre de dire c'est faux ou c'est vrai, ça fait partie de l'émission. Vous êtes là pour répondre à toutes nos questions. Bien, je pense, nous terminons avec ce premier sujet qui est sur la modification de la Constitution. Vous refusez catégoriquement que ça fait partie des boucs émissaires du pouvoir en place qui veut peut-être faire asseoir ses stratégies. Et là, vous restez mort du cul à ce que la Constitution ne soit pas
touché. Très bien. Je vais demander à la régie, avant qu'on boucle cette première thématique, de nous balancer une photo de Martin Fayoulou. Parce que là, nous allons terminer la première thématique ou le premier dossier avec cette photo-là. Est-ce la régie est avec nous? Voilà. Monsieur Jean-Félix Senga, vous avez dit que la société civile a fait le choix sur Martin Fayoulou pour porter la haute voix, parce que c'est l'homme de la solution qu'il faut nécessairement. Que dites-vous de ceux-là qui accusent Martin Fayoulou d'être des mèches avec les gens qui ne veulent pas que Félix travaille librement, alors que Félix, lors de son investiture, avait tendu la main à tout le monde. Il a dit « je vais travailler avec tout le monde ». Et les gens accusent Martin Fayoulou d'être des mèches avec ceux-là qui veulent mettre toujours les bâtons dans la roue de la philosophie de Félix et qu'il n'avance pas. À vous la parole. Moi, je m'en moque. Je m'en moque éperdument de ceux qui pensent ainsi. Par contre, les gens seraient beaucoup plus exigeants vis-à-vis de Félix que de Martin Fayoulou. D'abord, les gens seraient exigeants parce que Félix qui a l'impérium. Donc, vous n'attendez en principe rien de Martin. Mais que vous détourniez l'attention des gens pour les braquer sur Martin qui n'a pas l'impérium, c'est non-sens. C'est non-sens. C'est irresponsable. C'est de l'inconscience qui fait que le Congo continue à s'enfoncer par un peuple de cet acabit-là. Parce que le bon sens exigerait que tout Congolais normal demande à Félix de remplir la mission qui est la sienne, qu'il n'ose remplir à part effectuer des voyages intempestifs, des voyages inutiles. On dit à la recherche de la solution parce qu'il se sent bloqué. Il n'y a pas longtemps, son collègue l'a taxé d'itinérant. Vous trouvez ça normal? Vous, Congolais, ça vous honore qu'un président d'un pays d'un tiers appelle ton président à toi itinérant? Ça te laisse indifférent? Ça te laisse indifférent? Ou bien tout ce que toi tu trouves que non, ce serait réagir violemment sur le plan verbal vis-à-vis de ce président? Non, par contre, il est vraiment itinérant. 200 voyages, plus de 1222 voyages. Et par voyage, c'est au moins 2 millions de dollars. Par voyage. Comment ça ne vous dit rien? Comment vous n'y comprenez pas? Donc, je reviens à la question que vous avez posée. Vous êtes journaliste, c'est supposé intellectuel. Un intellectuel réfléchit froidement aux choses, avec rationalité. Un président de la République, s'il dit « je tends ma main », c'est pas comme Martin Fayoulou, président de la résistance, qui tendrait sa main. La différence est énorme. Le président, celui qui a l'impérium quand il est à la main, c'est-à-dire il a plusieurs tuyaux qu'il utilise pour que ce qu'il a dit publiquement se matérialise. C'est ce que Félix n'a jamais fait, ni de près ni de loin. Mais il n'y a que des gens qui ne comprennent rien, qu'on s'est emballé par un verbiage inutile, qui se laissent prendre, qui croient que le président a dit quelque chose de bien ou de vrai. Mais il n'a rien fait. Récemment, le président Martin Fayoulou a demandé qu'il était prêt à discuter avec le président Félix. Récemment, effectivement, vous appuyez encore mon argumentaire. Vous appuyez encore. C'est dire, Martin Fayoulou, en tant que patriote, voyant la situation qui prévaut aujourd'hui au pays, il est prêt à aider tant soit peu comment ce régime peut faire en sorte qu'on trouve des solutions aux problèmes. Vous comprenez? Mais par contre, celui qui prétend tendre la main, ferme, bouche les oreilles. Celui qui prétend tendre la main n'a conscience de rien. Celui qui prétend tendre la main, il le dit verbalement. Mais sur le plan pratique, il est ailleurs. Vous comprenez la différence entre Martin Fayoulou et M. Félix? Très bien. Okay. Merci beaucoup. Nous entamons la deuxième grande thématique de cette émission. Nous allons maintenant parler de l'impunité en République démocratique
du Congo, nécessairement avec dossier justice, les détournements des parts et d'autres. Et puis on va entamer encore les dossiers du cardinal Ambongo, qui est un grand leader de l'Église catholique, au-delà d'être ce qu'il est, en tant que patriote aussi, de la vérité telle qu'on les taxe. Mais là, la justice ne tient pas compte de la casquette de chaque individu, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Régie, pouvez nous balancer la photo du cardinal Ambongo avec le président Félix aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Le cardinal Ambongo a été reçu par le président de la République démocratique du Congo. Tout ça, nous voulons développer plutôt. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur Jean-Patrick Senga, restez avec la photo. Jean-Félix. Alors, monsieur Jean-Félix plutôt. Les gens ont taxé Félix d'être un peu dictateur froid. Il ne se manifeste pas comme dictateur parce qu'il dit qu'il ne veut pas s'ingérer dans les affaires de la justice. Et le cardinal Ambongo, récemment taxé par... Parce que là, le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a demandé au cardinal d'éclairer ses propos. Parce que ça, c'est comme si ça surpassait l'intelligence de certains. Est-ce que vous pensez que nécessairement Félix n'arrive pas à contrôler l'appareil judiciaire, ou soit les gens le poussent à aller en dehors de la justice? Parce qu'on a dit, les propos, en fait, la lettre ou la réquisition contre les cardinals Ambongo montrait comme si Félix, c'est un dictateur froid. Et là, il ne maîtrise pas la justice. Et c'est tout le camp de l'opposition qui a sauté contre Félix. Et aujourd'hui, le président Félix a reçu les cardinals Ambongo. Comment est-ce que vous interprétez ça? Je ne sais pas quelle gymnastique vous voulez faire et pour aboutir à quoi. Mais je vais être beaucoup plus clair comme l'eau de roche. Est-ce que M. Félix influe-t-il sur l'appareil judiciaire? J'ai dit oui. Il y a certains voleurs libérés grâce à ses propos à lui. Il y a certaines personnes qui sont en prison par sa volonté. Donc ne faisons pas du théâtre en voulant faire croire aux Congolais que lui n'influe pas sur l'appareil judiciaire. Il ne suffit pas qu'ils disent que moi, je n'ai pas d'influence. Si réellement il en avait, Kamere serait en prison aujourd'hui. C'est parce que lui influe sur la justice, c'est pourquoi Kamere sera même président de l'Assemblée nationale. C'est à votre honte, vous qui soutenez cette thèse, que je le dis. Pas sur la vérité. D'une part. Et d'autre part, c'est tout ce que nous avons comme procureur chez nous, surtout celui de la cassation. Dites-moi, que fait-il lui? Qu'est-ce qu'il initie lui librement? Par contre, c'est s'il y a injonction qu'il peut se laisser aller. Non, il agit par injonction. Qu'est-ce qu'il initie librement? Parce qu'il y a beaucoup de faits que lui ne laisserait pas passer. Qu'aucun procureur digne d'être appelé procureur qui laisserait passer ce qui se fait au Congo. On a commencé avec, prenons le projet de 145 territoires. Le projet 145 territoires. Il était question que l'on construise 1100 édifices. On devait sortir pas moins de 1,4 milliard de dollars. Tout l'argent est sorti, mais on n'en a construit que 500. Est-ce qu'on a arrêté les gens? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que ça c'est une invention de l'opposition? Pour que vous soyez à l'aise que la justice est à l'œuvre. Au projet de 145 territoires, c'est en cours de... Ici, chez nous, on ne met jamais fin. Mais en temps, on ne commence jamais. On n'a que des intentions. On a déjà mis fin au projet 100 jours. Parce qu'on avait initié, on avait déjà mis fin au projet 100 jours. Est-ce que la vérité a été rétablie? Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires ont déjà pris possession des maisons préfabriquées qu'on avait construites pour eux? Non. Aujourd'hui, non seulement les dossiers lampadaires et consorts. Est-ce qu'au Congo, qui ignore les prix d'un puits de forage? Tout le monde sait le prix varie de 3 000 à 22 000 dollars. Tout le monde sait. Le puits de plus de 120 mètres. C'est celui-là qui peut coûter 22 000 dollars.
Mais quand les gens vous créent qu'un puits coûte 297 000 $ et on laisse faire, il n'y a rien, et vous me dites non, il y a la justice. À un moment donné, je me pose la question. À votre avis, si Félix n'influait pas, on peut se poser cette question, lui il n'influe pas. Lui n'y est pour rien. Mais entre-temps, c'est les gens qui volent, qui détruisent son image. Et lui ne dit rien, il ne dit rien. Il trouve ça normal, que son image soit effritée par des tierces, du moment que lui est animé de la bonne volonté de bien faire. Vous trouvez ça cohérent? Vous trouvez ça logique? C'est quelque part, il y a quelque chose. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fasse mal? Parce que Félix aussi a hérité un système, il a hérité une politique, il a trouvé mise en place. Ce sont les gens qui ont travaillé précédemment avec beaucoup de ses successeurs. Et aujourd'hui, là aussi, il peut avoir raison à un certain moment donné, il a du mal à changer les systèmes parce que les systèmes n'est pas changeable directement. Est-ce que le problème c'est Félix ou c'est le système qui les bloque? Le problème c'est Félix. Il n'a pas la capacité de prendre des décisions au moment où il faut, quand il faut. Le problème c'est lui. Il n'a pas cette capacité de prendre des décisions qu'il faut. Prenons le cas de quand il fallait désigner qui serait président de l'Assemblée nationale. Vous pensez vraiment, dans les textes de l'Union sacrée, on organiserait des primaires? C'est quelque part consacré dans les textes de l'Union sacrée? Non. Bon, ils ont dit que ça a été le sens de la démocratie, laisser léger. Non, non. Que dit l'article 69 de notre Constitution? Parce que lui, il voulait changer la Constitution comme si la Constitution les bloquait. La Constitution le dote d'une mission de savoir trancher, organiser, que les dysfonctionnements ne s'installent par rapport aux institutions, par rapport aux organes. Celui qui est censé trancher, c'est lui qui est censé faire en sorte de garantir le bon fonctionnement. Donc quelque part là, il peut décider, mais il n'ose le faire. La faiblesse est là. La faiblesse n'est pas dans la Constitution. La faiblesse n'est pas dans les individus de tous ces voleurs qui sont autour de lui. Parce que si lui décidait de les sanctionner sévèrement, demain ça s'arrête. Donc le problème c'est lui. Il ne faut pas regarder ailleurs. Nous avons mauvaise coutume dans ce pays. Quelle coutume? Oh non, le chef est mal entouré. Il est mal entouré. Donc lui-même a bien compris les choses. Lui-même sait ce qu'il faut faire. Les gens lui font faire mal et lui laisse faire. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Très bien. Le chef n'est pas mal entouré et cet entourage, c'est le chef qui l'a cherché. C'est son propre casting à lui. Donc, il paye ses propres erreurs à lui. Il ne faut pas chercher à dire que ce n'est pas lui, c'est les autres. Et puis, je me rappelle en son temps, c'est madame, celle qui était Premier ministre allemande, la dame qui était Premier ministre allemande, c'est qui encore avant celui qui est là. Bon, le nom viendra avec les temps. Elle disait ceci. Quand on veut devenir président d'un pays, on s'assoit, on regarde quels sont les problèmes qui se posent au pays. Une fois que vous avez décelé les problèmes, et vous vous dites maintenant, vous commencez à réfléchir, et quand vous avez les pistes de solutions pour résoudre ces différents problèmes, c'est alors que vous vous portez comme candidat pour être président. Maintenant, vous, votre langage, chaque jour à longueur de jour, c'est « il a trouvé le pays dans Liboulou ». Mais lui, il savait que le pays était dans Liboulou. Il est venu s'hasarder, pourquoi? Il est venu s'hasarder, pourquoi? Il est venu oser, pourquoi? Parce que lui, il savait. Parce que quand on veut devenir président, on doit savoir. Ce qu'il pensait, ce n'est pas ce qu'il a trouvé sur le terrain. Une raison de plus pour qu'il démissionne? Parce que lui pensait, ce n'est pas ce qu'il a trouvé. Donc, en d'autres termes, on peut dire lui n'a pas de solution. Nécessairement, avec comme lui n'a pas, il a trouvé des accords et il a du mal à sortir de la situation. Vous savez, le problème de l'Est se serait résolu. Si Félix avait été courageux et honnête, le problème de l'Est se serait résolu. C'est-à-dire, si Félix n'avait pas fait les deals avec Kabila, Fayoulou vient sans deal, et bien on allait arrêter ce qui se passe à l'Est.
Parce que Kagame n'aurait pas d'appui. Par contre, c'est cette entente-là entre Félix et Kabila qui a fait le lit de Kagame. Parce que Félix a fini par comprendre en retard. Vous vous rendez compte? N'est-ce pas, hier, vous chantiez dans ce stade ici pour Kabila, sur l'invitation de Félix. Parce qu'à ce moment-là, il croyait que Kagame c'était un bon ami, quelqu'un qui nous aiderait. Il disait que c'est le meilleur, c'est celui en qui il faut se confier. Il le disait, il l'a dit dans ce stade. Mais quelque temps après, il s'est rendu compte. Donc vous voyez que lui est déphasé. Et avec cet état de choses, c'est pas lui l'homme qu'il faut pour résoudre le problème du Congo. Bon, il refuse qu'on puisse l'envoyer à devenir dictateur parce que lui. Pas parce qu'il l'est. Il refuse. Il est dictateur. Je vous donne des détails. Je vous donne des détails. Félix convoque le présidium de l'Union sacrée avant les élections. Quand il convoque le présidium, les acteurs que je vais citer, les acteurs, je ne cite pas les noms, ils vont se reconnaître. Il convoque le présidium, il dit: je vous ai réunis pour vous informer que ma campagne sera dirigée, le directeur de campagne sera Jacquemaine Chabani et son adjointe, Madame Akassia. L'un des membres du présidium dit: Excellence. Non. La vérité qu'on vous a révélée. Je vous dis, Excellence. Regardez ce que vous êtes, l'étendue du pays et votre grandeur. Il faudrait que l'équipe de campagne soit à la hauteur de votre image. Il reste silencieux, ça n'a rien dire. L'autre flatteur qui est là-bas, qui dit: mais comment? Excellence nous a fait venir ici pour nous donner une communication. Une communication ne demande pas une discussion. Donc, et puis, lui, Félix, il dit: voilà l'homme qui a compris. Dans Félix, on ne fait que ce qu'il veut. Quand vous faites le contraire, eh bien... C'est un dictateur froid qui ne dit pas... Pour ceux qui ne le connaissent pas, on peut penser qu'il est très démocrate. C'est un vrai dictateur. Non, mais s'il l'était, on aurait pu voir aujourd'hui réagir à tout ce que... Parce que les gens entendaient qu'on coupe les liens avec la communauté internationale depuis longtemps. Mais Félix a dit: écoutez, il faut encore négocier avec les prétendus non. Monsieur le journaliste, j'aime vous me donner l'occasion. Il ne coupe pas avec la communauté internationale. Pourquoi? Vous imaginez Félix après le pouvoir vivre où? À Kabea-Kamanga? En Sélé? Ou je ne sais dans quel coin de ce pays? Il se sentirait mieux qu'en Europe. Donc il a tout intérêt à préserver ses relations à lui avec les Occidentaux pour son avenir à lui. Donc détrompez-vous. Ne jugez pas mal. Il ne faut pas, parce que comme il n'est pas dictateur, voilà pourquoi il n'a pas coupé. Mais s'il était aussi patriote, qui aimait le Congo, qui voulait mettre terme à cette guerre qui nous est faite pas par le petit Rwanda, cette guerre qui nous est faite par les gens connus, les États-Unis, la France, la Belgique, c'est eux qui nous font la guerre à travers le Rwanda. Mais la guerre... S'il voulait mettre terme, il aurait bondi pour saisir la main que la Russie lui avait tendue. Mais il a dépêché votre ministre des Médias pour venir dire: ce projet qui a été signé par la Russie, c'est un projet qui remonte de 1999. C'est Kabila Laurent qui avait fait ce projet. Ce n'est pas nous, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Quel intérêt avait-il à donner toutes ces justifications? D'après vous, réfléchissons un peu, monsieur le journaliste. Non, à un certain moment donné... Réfléchissons un peu. Non, mais il a compris en demandant même... donc lui ne comprend qu'en retard. Non, j'ai dit, en demandant les départs progressifs de la MONUSCO, ça laisse entendre que Félix est en train de prendre les histoires en main d'une manière ou d'une autre. Parce que là, vous les taxez, c'est comme s'il est en train de beurser la communauté internationale ou l'Europe. Je vous dis une chose vraie. Vous savez, nous sommes Congolais. Nous devons réfléchir à l'intérêt de notre pays. La première personne à demander le départ de la MONUSCO, en dehors de la population de Nord Kivu, c'est qui? C'est M. Kabila. Kabila a demandé le départ de la MONUSCO dans quelle intention? La MONUSCO, il est vrai, il est démontré, elle ne nous a pas aidés pour mettre la paix
dans la partie est de notre pays. Ça, ce n'est un secret pour personne. Mais néanmoins, la MONUSCO nous a aidés à documenter tout le mal qui a été commis là-bas. Ça, c'est le seul avantage que nous pouvons tirer de la MONUSCO. Ne serait-ce que pour ça, nous garderions la MONUSCO pour avoir des preuves matérielles qu'au moment opportun où on aura un tribunal transitionnel, on saura dire qui a fait quoi à quel moment. Et M. Kabila voulait qu'on efface ces traces-là. De quel intérêt M. Félix est venu appuyer l'idée de M. Kabila? Il a concrétisé, s'il y avait demande du départ de la MONUSCO, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui devrait aussi, parce que certains taxent Félix d'être... c'est grâce à Félix aujourd'hui qu'on a eu la chance de démanteler tous les ennemis du peuple aujourd'hui. Vous avez cité Nanga, vous d'ailleurs, vous êtes contre ce départ de Nanga vers les camps des ennemis. Et on dit, si Félix n'était pas venu, alors tout cela ne serait jamais démantelé de part et d'autre. Par contre, si Félix était patriote, cela n'arriverait même pas. Si Félix avait refusé la proposition en d'autres termes, dans des termes on ne peut plus clair pour que tout le monde entende ce que je dis. Si Félix, en 2018, avait refusé la main tendue de Kabila, tout ceci ne serait pas arrivé. Et même cette guerre se serait estompée. Donc celui qui a élargi encore le manœuvre, c'est Félix. Il a favorisé. Il a été un fertilisant de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Je sais que nous parlons de ces deux grandes thématiques parce que les gens en ont demandé, pas les gens en général, mais le téléspectateur de cette belle émission en ont demandé de toutes les manières. J'aimerais un peu savoir aujourd'hui, admettons qu'on vous mette en présence du président Félix, il est là en tant que votre compatriote, et on vous demandait de toucher un secteur qui déclencherait le développement de ces pays. Un seul secteur, on en a beaucoup, un seul qui déclencherait le développement de ces pays. Vous êtes en face de lui, quels seront vos propos? Oui, si je rencontrais... parce que la politique est dynamique, si un jour vous pouvez aussi quitter Martin Fayulu pour Félix. Si je rencontrais mon très cher frère Fachi en face, aimablement, je lui dirais, pour ce qui nous concerne, développe l'agroalimentaire, fait l'agriculture. Vous savez, depuis que Félix est président de la République, la première année de son premier mandat, on avait affecté au ministère de l'Agriculture plus de 270 millions de dollars. 270 millions. Mais il n'y a que, je crois, il n'y a que à peu près plus de 7,5 millions qui avaient été donnés. L'autre partie là, ça a été résorbé dans ce qu'on appelle, vous voyez, vous avez, on a arrêté pour vous, par exemple, 30 millions par mois, mais vous consommez 45. Donc, on prend l'argent ça et là, qui devrait être utilisé à autre chose, on vous le donne pour que vous en serviez. C'est ce qui fait que ça se ralentit. Moi, je lui dirais, fais l'agriculture. Parce que si vous donnez au peuple à manger, vous donnez d'abord à manger, vous verrez que le Congolais commencera à bien réfléchir. Et le Congolais, parce qu'aujourd'hui, quand vous remarquez même sur la rue, vous trouvez qu'il n'y a pas du tout de discipline. Nous sommes le peuple le plus indiscipliné du monde. Il est difficile de construire avec un peuple indiscipliné. Autre thérapie pour aider ce peuple à revenir, donne-lui à manger. Pour lui donner à manger, on ne voudra pas, chaque fois on ne fera que commander. Nous pouvons faire l'agriculture. Et nous avons des moyens pour le faire. Quand on vous vole 300 millions de dollars, ainsi de suite, si on avait réellement investi ça dans l'agriculture, aujourd'hui ça parlerait. Ça laisse entendre que si Félix vous demande de travailler avec lui à nos jours, vous allez accepter sans problème. Le débat n'est pas celui-là. Non, mais vous êtes au moins prêt à lui proposer des pistes, des solutions. Le débat n'est pas celui-là. C'est que le peuple peut retenir. Ce qui est vrai que Félix et nous, on n'est pas ennemis.
Il n'y a pas une inimitié entre nous. Vous avez mais des très belles il y a des ambitions. visions. On suppose que s'il vous il y a des approches. Il y a des approches qui sont différentes. Et cela ne fait pas de nous des ennemis. Donc, c'est ce que l'on peut retenir. Il ne faudrait pas que les gens continuent à penser comme dans le temps. Hein? Faire de la politique, être dans l'opposition, c'est injurier. Non. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Félix Senga. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, que ça ne soit pas la dernière ou la première fois d'être ici. Nous vous pensons encore pour une autre émission. Nécessairement, c'était prévu qu'il y ait un débat contradictoire avec monsieur Norbert Yambayamba, mais il y a eu des aléas. Merci d'avoir répondu présent. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Suivez la rediffusion avant 2h20 et sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Merci à l'équipe technique de Tosunga la télévision de nous avoir accompagnés pendant ces moments de partage. Bouba à la régie, Demise, Plamedi Tondo à la caméra aussi. Merci à tout le monde. Moi je vous dis, on se retrouve à la prochaine et surtout avec un plateau spécial. C'est samedi, nous allons recevoir les hommes de Dieu pour débattre sur la grande thématique sur la polygamie. Alors, on se retrouve samedi. Merci.